Vous n'allez pas le croire. Pendant la Première Guerre mondiale, l'armée allemande, qui avait elle-même inventé les gaz de combat, les lance-flammes et les baïonnettes à dents de scie, a été contrainte d'adresser une note diplomatique officielle aux États-Unis, se plaignant qu'une arme américaine était trop cruelle. Elle a même menacé publiquement. Tout soldat capturé porteur de cette arme serait exécuté sur le champ, sans passer par aucune procédure de prisonnier de guerre. Vous pensez que cette arme de terreur, qui a fait paniquer l'état-major allemand, pourtant réputé pour sa rigueur, et qui l'a poussé à violer le droit international, c'est du gaz, de l'artillerie lourde ou une technologie secrète? Non. Son concept initial est si simple qu'il en devient presque comique. C'est tout simplement un fusil à pompe civile conçu pour chasser le canard et le lapin. Le Winchester modèle 1897. L'ironie de la situation est absolument hallucinante. Un pays qui brûlait des soldats vifs dans leurs tranchées vient se plaindre qu'un fusil de chasse est inhumain. C'est un peu comme si un tueur en série se présentait devant le tribunal pour accuser la victime d'avoir des ongles trop pointus qui auraient pu érafler sa peau. Mais dans l'étroitesse des tranchées, ce fusil de chasse constitue une arme de supériorité absolue. Il possède un mécanisme mortel de slam fire. Il suffit de maintenir la détente appuyée et de pomper frénétiquement la garde pour déverser 54 projectiles de plomb de la taille d'une balle de pistolet en 2 secondes à peine. Pas besoin de viser. Un seul coup balaye tout un coin de tranchée et en élimine tous les occupants. D'où son surnom, le balai de tranchée. Face aux protestations et menaces allemandes, la réponse américaine a été cinglante. Ne nous parlez pas d'humanité. Vous en exécutez un de nos hommes, nous en exécuterons 10 des vôtres. Comment un simple fusil de chasse civil a-t-il pu réduire l'armée allemande à un tel état de panique? Likez et abonnez-vous. Aujourd'hui, on vous raconte la légende absurde de cette arme du diable. 19 septembre 1918, 10h30 du matin, département d'État à Washington, D.C. Une note diplomatique, transmise par l'intermédiaire de l'ambassade de Suisse, repose tranquillement sur le bureau du secrétaire d'État, Robert Lansing. Ce n'est pas un simple document de routine, c'est une protestation officielle du gouvernement de l'Empire allemand adressée aux États-Unis d'Amérique. Le contenu est simple. L'Allemagne exige que les États-Unis cessent immédiatement d'utiliser une certaine arme sur le front européen, au motif qu'elle viole l'article 23E de la Convention de La Haye de 1907 et constitue un instrument de guerre illégal causant des souffrances inutiles. Et pour couronner le tout, les Allemands ont lancé une menace. La note est formelle. Tout soldat américain capturé par les troupes allemandes, porteur de cette arme ou de ces munitions, sera immédiatement exécuté. Pas de procès, pas de procédure de prisonnier de guerre, exécuté sur le champ. Le délai est fixé au 1er octobre 1918. On peut dire que c'est le seul exemple, pendant toute la Première Guerre mondiale, où un belligérant a adressé une menace officielle d'exécution sommaire de prisonniers à un autre pays pour une arme spécifique. Lansing a saisi la note, y a jeté un coup d'œil. Puis il a ri. Parce que ce que l'Allemagne protestait contre, ce n'était pas le gaz, ni l'artillerie de gros calibre, ni les lance-flammes, pas un de ces produits terrifiants de la guerre industrielle auxquels on pense. Ce qu'ils protestaient contre, c'était un fusil de chasse. Plus précisément, un fusil à pompe pour la chasse au canard. Le Winchester modèle 1897. L'ironie de la situation est à ce point absurde qu'on en vient à sourire rien qu'en y pensant. C'est cette même Allemagne qui, en 1915, a utilisé pour la première fois du chlore à grande échelle lors de la bataille d'Ypres, faisant suffoquer et mourir des milliers de soldats alliés dans leur propre fluide corporel. C'est cette même Allemagne qui a inventé le lance-flammes, brûlant des hommes vifs dans leurs tranchées. C'est cette même Allemagne qui a équipé ses soldats de baïonnettes à dents de scie, spécialement conçus pour infliger des déchirures impossibles à suturer. Et voilà qu'il se présente, le ton solennel, pour protester. Protester contre un fusil de chasse au canard. Protester contre son caractère trop cruel. C'est un peu comme si un tueur en série se dressait devant le tribunal pour accuser la victime d'avoir des ongles trop pointus qui risqueraient d'érafler sa peau. Mais blague à part, une question sérieuse se pose. Pourquoi?
Pourquoi un fusil de chasse civil, conçu au départ pour tirer sur des oiseaux, se retrouve-t-il dans la guerre industrielle la plus meurtrière de l'histoire de l'humanité? Pourquoi a-t-il pu faire perdre ses moyens à l'état-major allemand, pourtant réputé pour sa rigueur, au point de lui inspirer la peur? Et pourquoi est-il devenu la seule arme de toute la guerre à avoir poussé l'Allemagne à lancer une menace d'exécution? La réponse commence peut-être par un homme, John Moses Browning. Ce nom, dans l'histoire des armes légères, c'est quasiment une divinité. Le pistolet M1911, le fusil automatique Browning, la mitrailleuse lourde M2, toutes ces armes légendaires qui ont traversé les deux guerres mondiales et qui sont même encore en service aujourd'hui, sortent de son génie. Et le fusil à pompe Winchester 1897 compte parmi ses premières œuvres majeures. En 1893, Browning a conçu ce fusil à pompe pour la compagnie Winchester. Son positionnement initial était très clair. C'était une arme de chasse civile. Tirer sur des oiseaux, tirer sur des lapins, tirer sur du petit gibier. En clair, c'était un fusil de chasse, tout simplement. Personne n'imaginait qu'il irait à la guerre. Et encore moins que, 25 ans plus tard, il inspirerait la terreur à toute une génération de soldats allemands. Regardons d'abord les caractéristiques de base de cette arme. Le Winchester 1897 pèse 8 livres à vide, soit environ 3,5 kg. C'est environ 1 kg de moins que les fusils à verrou de l'époque. Pour un fantassin qui doit le porter longtemps, c'est un avantage non négligeable. Il est alimenté par un chargeur tubulaire, logé sous le canon. La capacité standard est de 6 coups. Attention, 6 cartouches de chevrotine, pas 6 balles. Chaque cartouche de calibre 12 à chevrotine, numéro 00, contient 9 projectiles de plomb. Chacun mesure environ 9 mm de diamètre, à peu près la taille d'une ogive de pistolet. 9 projectiles, multipliés par 6 coups. Un seul fusil, chargé une fois, c'est 54 projectiles de plomb de 9 mm. 54 projectiles. Ça donne quoi en perspective? Faisons une comparaison. À l'époque, le fusil standard de l'armée allemande était le Mauser G98, à verrou, avec un chargeur de 5 coups. Un soldat entraîné tirait environ 15 coups par minute, soit une balle toutes les 4 secondes. Et le Winchester 1897, c'est là qu'intervient son design le plus fondamental et le plus mortel, le slam fire. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Winchester 1897 n'a pas de déconnecteur de détente. Certains se demanderont, c'est quoi un déconnecteur de détente? En clair, c'est un mécanisme de sécurité. Sur la grande majorité des armes, appuyer sur la détente ne tire qu'un coup. Pour tirer le suivant, il faut relâcher la détente puis la réenclencher. C'est le rôle du déconnecteur, éviter les tirs par inadvertance et garantir la sécurité. Mais le Winchester 1897, justement, n'en a pas. Qu'est-ce que ça implique? Ça veut dire que si vous maintenez la détente appuyée et que vous pompez rapidement la garde d'avant en arrière, chaque mouvement de pompage charge une cartouche, et chaque cartouche chargée part automatiquement. Parce que la détente reste enfoncée. Dès que le mécanisme se remet en place, le percuteur heurte directement l'amorce. Pan. On repompe. On repousse. Pan. C'est aussi simple que ça. Un soldat entraîné peut vider tout son chargeur en seulement 2 secondes. 2 secondes, 6 cartouches, 54 projectiles de plomb, tout ça partit en même temps. En moyenne, toutes les 0,33 secondes, 9 projectiles de plomb vous foncent dessus. Cette densité de feu, à courte distance, est tout simplement dévastatrice. Et comme c'est un système à pompe, le recul fait même partie du rythme. Un tireur expérimenté n'a même pas besoin de viser. Il tire en bandoulière, à l'instinct. Le recul soulève un peu le fusil, vous le rabaissez d'un mouvement du poignet, et en même temps, vous pompez la garde. Clic, on repousse. Pan, c'est le rythme. Pan, clic, pan, clic. 2 secondes, 6 coups, 54 projectiles de plomb qui pleuvent comme une pluie de métal. Et la portée efficace? 20 à 30 mètres. Ça paraît proche, hein? Mais dans une tranchée, c'est exactement la bonne distance. Parce que dans les tranchées,
Les échanges se font souvent à 10, 20 mètres. L'ennemi est juste au coin du couloir. Vous n'avez pas le temps de lever le fusil et de viser. Ce qu'il vous faut, c'est de la réactivité, de la couverture, un feu qui englobe tout un coin de tranchée d'un seul coup. Et le fusil à pompe, c'est exactement fait pour ça. À 20 mètres, la dispersion de la chevrotine numéro 00 mesure environ 1 mètre de large. Et les tranchées standards de la Première Guerre mondiale, elles font combien de large? Sur beaucoup de secteurs, seulement 4 pieds, soit environ 1,20 mètres. C'est quasiment la taille parfaite pour remplir tout le couloir. Autrement dit, dans une tranchée, si vous dirigez à peu près votre fusil à pompe vers le coin, vous ne pouvez quasiment pas rater. Les 9 projectiles couvrent tout le passage. Si l'ennemi est là, il y a de fortes chances qu'il soit touché. Et pas par une seule balle, par plusieurs. Plusieurs projectiles de plomb de 9 mm. Sur le corps, ça fait plusieurs trous de sang. Sur le visage, c'est quasiment la défiguration garantie. Sur les membres, c'est le plus souvent l'amputation. Voilà pourquoi les Allemands l'ont appelé le balai de tranchée, Trenchbrumm. Parce que c'est comme un balai. On le passe sur la tranchée et ça balaye tout sur son passage, proprement. Mais une bonne arme, ça ne suffit pas. Aussi bonne soit-elle, il faut quelqu'un pour s'en servir, et ce n'est pas n'importe qui peut bien s'en servir. Le tir en slam fire sur un fusil à pompe, ça paraît simple, mais ce n'est pas si facile à faire. Il faut du feeling, du rythme. Il faut garder le contrôle de l'arme tout en pompant à toute vitesse. Et qui par nature sait faire ça? La réponse, les chasseurs. Les chasseurs d'oiseaux, surtout les tireurs de skeet. Parce que ce qu'ils font tous les jours, c'est suivre des cibles mobiles, réagir vite, tirer à l'instinct. Ils n'ont pas besoin de viser, ils comptent sur la mémoire musculaire, sur la coordination œil-main. Et aux États-Unis, ce qui ne manque pas, c'est des chasseurs. Le pays a une tradition de chasse depuis sa fondation. À l'époque de la conquête de l'Ouest, quasiment tous les hommes savaient se servir d'un fusil. Au moment de la Première Guerre mondiale, l'armée américaine compte énormément de jeunes gens issus des campagnes qui ont grandi avec un fusil à pompe à la main pour chasser les oiseaux et les lapins dans les bois. Pour eux, le Winchester 1897 n'est pas une arme nouvelle, c'est l'outil qu'ils ont toujours eu entre les mains, qu'ils savent démonter et remonter les yeux fermés et dont ils tirent les yeux fermés. Voilà pourquoi les tireurs de fusils à pompe de l'armée américaine n'étaient pas choisis au hasard, ils étaient sélectionnés. Chaque division ne recevait que 50 exemplaires. Dans une division de plusieurs milliers d'hommes, seulement 50 fusils à pompe, c'est très peu. Mais chacun d'eux était confié à la bonne personne. Le critère de sélection était simple. Avoir de l'expérience de chasse, savoir suivre une cible mobile, être capable de pomper et de tirer d'instinct. Ces hommes étaient appelés les shotgunners, les tireurs de fusils à pompe. Ce n'étaient pas des fantassins ordinaires, c'étaient plutôt des commandos, des nettoyeurs de tranchées, spécialisés dans les tâches les plus dures. Prise d'assaut, nettoyage de tranchées, contre-attaque. Là où c'est le plus dangereux, là où c'est le plus chaotique, on les trouvait. Et ce fusil de chasse au canard entre leurs mains, c'est le début du cauchemar allemand. Mais la question reste entière. Pourquoi? Pourquoi l'armée américaine a-t-elle eu l'idée d'emmener un fusil de chasse civil sur le front européen? Les fusils, c'était pas assez? Les mitrailleuses, c'était pas assez? Pourquoi précisément le fusil à pompe? C'est là qu'intervient un autre homme, le général John Joseph Pershing, commandant en chef du corps expéditionnaire américain, surnommé Black Jack Pershing. Il était sans doute le commandant le plus expérimenté de l'armée américaine à l'époque. Et sa confiance dans le fusil à pompe lui venait de 2 guerres. 2 petites guerres menées hors du territoire américain. La première, en 1900, aux Philippines, la guerre des Moros. La seconde, en 1916, au Mexique, la poursuite de Pancho Villa. Ce sont ces 2 guerres coloniales, qui paraissaient sans importance, qui ont convaincu Pershing que, sur certains théâtres d'opérations spécifiques, le fusil à pompe pouvait être plus efficace que n'importe quel fusil. Et cette conviction, plus d'une dizaine d'années plus tard, dans les tranchées de France, s'est révélée parfaitement juste. Mais que s'est-il donc passé aux Philippines et au Mexique? Et comment un fusil de chasse est-il devenu un officiel fusil de tranchée? On continue. 1900, Mindanao.
dans le sud des Philippines. Une patrouille de l'armée américaine progresse dans la jungle. Soudain, un cri. Un homme jaillit des buissons au bord du chemin. Un guerrier Moro. Il est torse nu. Il tient dans la main un sabre courbe appelé Chris. Son regard est fou. Son corps semble insensible à la douleur. Et il charge droit sur les soldats américains, à toute vitesse. Les soldats américains lèvent leurs fusils, tirent, touchent. Une balle dans la poitrine. Normalement, il devrait tomber. Mais non, il continue de charger, comme si ce n'était pas son sang, comme si cette blessure n'était pas la sienne. Deuxième coup, touché encore, il ne tombe toujours pas. Troisième coup, il s'effondre enfin, à quelques mètres seulement. Mais c'était trop proche, son sabre aurait presque pu atteindre le premier soldat. C'est le Juramentado Moro, une charge rituelle suicidaire. Avant de se lancer à l'assaut, ils accomplissent un rituel religieux et jurent de tuer le plus d'ennemis possible jusqu'à leur propre mort. Ils s'enroulent les membres de bandelettes serrées pour ralentir l'hémorragie même touchée. Ils s'enduisent le corps d'herbes médicinales qui, dit-on, engourdissent la douleur. Bref, c'est la version ancienne du kamikaze. Pas peur de la mort, pas peur de la douleur. Ils chargent, ils frappent. Face à un adversaire pareil, le fusil à verrou se révèle terriblement limité. Parce que vous ne pouvez tirer qu'un coup, puis actionner le verrou, puis tirer à nouveau. Et la charge adverse est tellement rapide qu'au bout de 2 ou 3 coups, il est déjà sur vous. Et une balle de pistolet ou de fusil dans le corps, si ce n'est pas une partie vitale, ne fait pas forcément tomber quelqu'un immédiatement. Surtout quelqu'un qui est dans un état de transe et ne sent plus la douleur. Alors que faire? La réponse, le fusil à pompe. Une cartouche de chevrotine, ce sont 9 projectiles qui touchent en même temps. Dans la poitrine, ça fait 9 trous. Dans la tête, c'est directement pulvérisé. L'énergie cinétique est 9 fois supérieure à celle d'une seule balle, et l'impact n'a rien à voir. D'un seul coup, aussi fou soit-il, aussi insensible à la douleur soit-il, vous le mettez par terre. Il n'a pas de seconde chance. C'est dans la jungle des Philippines que Pershing a découvert pour la première fois la puissance du fusil à pompe. Face à des charges de près, rapides et intrépides, le fusil à pompe est le meilleur stopper, pouvoir d'arrêt, arrêt en un coup. C'est probablement là son plus grand avantage. Puis vient 1916, le Mexique. Pershing conduit les troupes américaines au-delà de la frontière pour poursuivre le chef révolutionnaire mexicain Pancho Villa. C'est une guérilla asymétrique à petite échelle. Embuscade, rencontres fortuites, échanges à courte distance. Dans ces combats, le fusil à pompe a de nouveau prouvé sa valeur. Dans les vallées étroites, dans les rues des villages, dans les embuscades à courte portée, sa réactivité, sa densité de feu et son pouvoir d'arrêt écrasent complètement le fusil à verrou. Pershing est un militaire pragmatique. Il ne se fie pas aux théories, il ne regarde que les résultats. Ce qui marche, on l'utilise. Donc, quand les États-Unis ont déclaré la guerre en 1917 et que Pershing a été nommé commandant en chef du corps expéditionnaire, la première chose qu'il a faite, c'est d'inscrire le fusil à pompe sur la liste des équipements de l'armée. Il voulait emmener ses fusils de chasse en Europe, dans les tranchées de France. Mais un fusil de chasse civil reste un fusil de chasse civil. L'envoyer directement au combat, ça pose des problèmes. Par exemple, la garde est en bois. Après plusieurs tirs consécutifs, le canon chauffe tellement que la garde en bois devient brûlante, impossible à tenir. Autre exemple, les fusils de chasse civils n'ont pas de porte-baïonnette. Quand les balles sont épuisées, on fait quoi? On frappe avec la crosse? Et puis le canon est trop long. Sur les fusils de chasse civils, ils mesurent généralement 28 ou 30 pouces. Trop long pour se retourner dans une tranchée, encore plus pour négocier des virages, nettoyer des positions ou se battre au corps à corps. Il fallait donc l'adapter. L'ingénieur William G. Eager, du département de l'artillerie américaine, a été chargé des modifications. Son plan était simple, mais terriblement efficace. Premièrement, raccourcir le canon. De 30 pouces d'origine, il passe à 20 pouces, soit environ 50 cm. Du coup, la longueur totale de l'arme diminue, et elle devient beaucoup plus maniable dans les tranchées. Deuxièmement, remplacer la garde. La garde en bois d'origine est remplacée par une garde métallique percée d'aération.
Le métal ne craint pas la chaleur, et les aérations aident à dissiper la température. On peut tenir l'arme même après plusieurs tirs consécutifs. Troisièmement, ajouter un porte-baïonnette. Sous le canon, on installe un porte-baïonnette qui permet de fixer une baïonnette modèle 1917. Quand les balles sont finies, on sort la baïonnette, on se bat au corps à corps, pas de question. Une fois les modifications terminées, ce n'est plus un fusil de chasse civile. Il a un nouveau nom, le fusil de tranchée M 1897, Trench Gun. Winchester et Remington ont tous deux reçu des contrats militaires et ont commencé la production en série. Des cargaisons entières de fusils de tranchée ont traversé l'Atlantique pour arriver en France, entre les mains des soldats américains, puis dans les tranchées, face aux Allemands. Ce qui s'est passé ensuite, on peut l'imaginer. Les Allemands ont été assommés. Ils n'avaient jamais vu une telle arme, ou plutôt, ils n'avaient jamais vu un fusil à pompe utilisé de cette façon sur un champ de bataille. Imaginons la scène. Printemps 1918, nord de la France, une tranchée allemande. Quelques soldats allemands sont accroupis à l'intérieur, en train de discuter et de fumer, quand soudain ils entendent un bruit, qui vient de l'autre côté du coin de tranchée. Clic! Pan! Clic! Pan! Et des cris de douleur, qui se rapprochent. Ils lèvent leurs fusils, tendus, pointés vers le coin, le doigt sur la détente. Puis une silhouette jaillit de derrière le coin, un soldat américain. Il tient à bout de bras une arme à canon court qu'ils n'ont jamais vue. Il ne vise même pas. Il tient l'arme en bandoulière, dirigée à peu près dans leur direction. Et puis, pan! Un seul coup, 9 projectiles de plomb fondent sur eux, et la dispersion couvre exactement les 3 hommes. Le premier reçoit 4 ou 5 projectiles dans la poitrine. Il s'effondre d'emblée. Le deuxième en reçoit 3 dans le bras et l'épaule. Il ne tient plus son fusil. Le troisième a plus de chance. Il n'en reçoit qu'un dans la jambe, mais la douleur le cloue au sol. Tout ça en moins d'une seconde. Une seconde avant, c'étaient 3 hommes bien vivants. Une seconde après, ils sont tous au sol. Le soldat américain ne s'arrête même pas. Il avance tout en pompant la garde. Clic! Il repousse en avant. Un autre coup. Pan! Et il continue d'avancer. Comme s'il faisait le ménage. Un coin de tranchée, un coup. Un coin de tranchée, un coup. Voilà d'où vient le nom de balai de tranchée. C'est tellement imagé. Vraiment un balai, on passe, et tout est nettoyé. La tactique allemande, face à cette arme, est tout simplement dépassée. Les Allemands étaient habitués aux échanges de fusils, aux tirs de mitrailleuses, aux préparations d'artillerie, à des affrontements à plusieurs centaines de mètres. Ils n'étaient pas habitués à ce qu'un homme, une arme à la main, se jette dans une tranchée et mette toute une section à terre en 2 secondes. Cette façon de se battre, c'est déraisonnable, c'est sauvage, et c'est terriblement efficace. Et ce qui achève les Allemands, c'est qu'ils n'ont aucune possibilité de riposter. Parce que la distance est trop courte. Quand vous le voyez, il a déjà tiré. Quand vous vous rendez compte et que vous vous apprêtez à viser, vous êtes déjà touché. Quand vous tombez, il est déjà au coin suivant. Pas le temps, rien à faire. Voilà pourquoi l'effet dissuasif psychologique du fusil à pompe dépasse peut-être même sa puissance létale physique. Parce que vous ne savez pas quand un soldat américain, armé d'un fusil à pompe, va jaillir de derrière un coin. Vous ne savez pas. Vous n'entendez que ce bruit. Clic, pan, clic, pan, qui se rapproche, et chaque coup pourrait être le dernier. Cette peur s'accumule lentement, et elle est contagieuse. Au bout du compte, beaucoup de soldats allemands, rien qu'en entendant le bruit du mécanisme à pompe, commencent à paniquer, à vouloir fuir, à vouloir se rendre. Parce qu'ils savent que, face à ça, résister ne sert peut-être à rien. Soit on est criblé de trous, soit on se rend, il faut choisir. Et ce qui a porté cette peur à son paroxysme, c'est la bataille de Belleau Wood, en juin 1918. C'est la bataille légendaire du corps des Marines des États-Unis, celle qui a donné naissance au surnom de Devil Dogs. Belleau Wood est une forêt dense, aux arbres serrés, où la visibilité est réduite et les distances de tir très courtes. On tourne autour d'un arbre et on se retrouve nez à nez avec l'ennemi. Ce décor, c'est du sur-mesure pour le fusil à pompe. Le corps des Marines, en tant que force d'élite de l'armée américaine, était bien sûr équipé du fusil de tranchée M 1897,
Et ils s'en servaient particulièrement bien. Parce que beaucoup de Marines venaient de milieux de chasseurs. Beaucoup avaient grandi avec un fusil à pompe à la main. Ils connaissaient cette arme sur le bout des doigts. Dans les fourrés de Belleauwood, entre les arbres, les tireurs de fusils à pompe des Marines se déplaçaient comme des fantômes. Ils ne vous affrontaient pas à distance. Ils contournaient votre flanc. Ils se glissaient derrière vous, puis jaillissaient soudain. Pan, un coup, et c'était fini. Les positions allemandes étaient grignotées petit à petit, et le moral allemand s'effondrait de la même façon. Finalement, les soldats allemands ont donné un surnom à ces Marines. Teufelhunden, en allemand. Ça veut dire « chien du diable ». Parce que, à leurs yeux, ces soldats américains armés de fusils à pompe n'étaient pas des hommes normaux. C'étaient des démons sortis de l'enfer, et leur arme était une arme du diable. Un coup, et c'est un nuage de sang. Impossible d'esquiver, impossible de s'en défendre. Le surnom de Devil Dogs est resté, et aujourd'hui encore, le corps des Marines des États-Unis l'utilise. Il en est fier. Mais peu de gens savent que, derrière ce surnom, la moitié du mérite revient à ce fusil à pompe Winchester. C'est ce fusil de chasse au canard qui a fait peur aux Allemands et qui a forgé la réputation de démon. En dehors des combats normaux, les tireurs de fusils à pompe américains ont même développé des tactiques complètement folles, comme tirer sur les grenades. Oui, vous avez bien lu, tirer sur des grenades en vol. Une grenade allemande est lancée, elle vole dans les airs, et le tireur américain lève son fusil à pompe. Pan! 9 projectiles partent et la grenade explose en plein vol, ou bien est déviée et tombe là où il n'y a personne, voire est renvoyée du côté allemand. Ça ressemble à un roman de cape et d'épée, mais c'est vrai, parce que dans l'armée américaine, il y avait beaucoup d'anciens tireurs de skeet. Le skeet, c'est un sport olympique. Ils s'entraînent tous les jours à suivre de petites cibles volantes à grande vitesse et à les pulvériser d'un coup. Un plateau de skeet mesure une dizaine de centimètres de diamètre. Il va très vite, et ils arrivent à le toucher. Une grenade, c'est bien plus gros qu'un plateau, et ça ne va pas plus vite. Pour eux, c'est pas la mer à boire. Et donc on a assisté à des scènes de guerre complètement absurdes. Les Allemands lançaient une grenade, un Américain levait son fusil à pompe, pan! Une boule de feu dans les airs, la grenade explosait en plein vol, sans faire de mal à personne. Les soldats allemands restaient bouche bée. C'est quoi ce truc? Ce sont des humains, ça? Ils arrivent même à abattre des grenades en vol? Mais comment on veut se battre là? Bien sûr, cette tactique n'est pas à la portée de tout le monde. Seuls quelques tireurs d'élite y parviennent. Mais sa simple existence a terriblement ébranlé le moral allemand. Parce que vous ne savez pas qui est en face avec son fusil à pompe. Et si c'est un tireur de skeet? Même lancer des grenades ne sert à rien. Alors que faire? Comment on peut se battre dans ces conditions? Donc à l'été 1918, les soldats allemands sur le front occidental éprouvaient une peur profonde du fusil à pompe américain. Cette peur n'était pas seulement celle de l'arme elle-même, c'était la peur d'un mode de combat inconnu, déraisonnable, complètement en dehors de ce qu'ils connaissaient. Ils étaient habitués à une guerre européenne, gentleman, industrielle. Les deux armées se font face, les canons tonnent, l'infanterie charge. C'est réglé, c'est organisé. Mais les tireurs de fusils à pompe américains, eux, ne jouent pas selon les règles. Ils arrivent dans la tranchée avec un fusil de chasse, ils vous abattent tout le monde en quelques coups, puis ils s'en vont. Simple, brutal, efficace. Ça déroute terriblement les Allemands, et ça les met hors d'eux. Ils trouvent que ce n'est pas une vraie guerre, que c'est une façon de se battre de sauvages, que c'est injuste, que c'est contraire au droit de la guerre. Et c'est là qu'intervient la scène dont on parlait au début. Le 19 septembre 1918, le gouvernement allemand a transmis, par l'intermédiaire de l'ambassade de Suisse, une protestation diplomatique officielle au département d'État américain, exigeant que les États-Unis cessent d'utiliser le fusil à pompe et menaçant d'exécuter tous les prisonniers porteurs de cette arme. Mais est-ce vraiment parce que les Allemands trouvaient le fusil à pompe trop cruel? Ou y avait-il d'autres raisons? Une grande comédie diplomatique à l'humour noir venait de commencer. Septembre 1918, nord de la France, pendant l'offensive des 100 jours. Les armées alliées progressent sur tout le front, les Allemands battent en retraite. Dans un petit village occupé par les Allemands, il se passe ceci. Le sergent Fred Lloyd, de l'armée américaine.
Il est seul, avec un fusil de tranchée Winchester 1897, et il entre dans le village. Puis, seul, une arme à la main, il nettoie maison après maison et élimine toute la garnison allemande stationnée dans le village. Un homme, une arme, un village. Ça ressemble à une légende, à une scène de film, mais c'est vrai. Essayons de reconstituer la scène. Le village n'est pas grand, quelques dizaines de maisons en pierre. Une section de garnison allemande, une trentaine ou 40 hommes, y est stationnée. Ils pensent que les grandes troupes américaines sont encore à plusieurs kilomètres, qu'ils sont en sécurité ici, et ils ont baissé la garde. Puis le sergent Lloyd arrive. Il n'entre pas par la porte principale. Il contourne le village par le côté. Accroupi, le fusil à pompe en joue, il longe les murs. Il avance maison après maison. Première maison, la porte est entr'ouverte. Il donne un coup de pied, il se jette à l'intérieur. 2 soldats allemands sont assis à une table en train de jouer aux cartes. Ils entendent le bruit, ils lèvent la tête. Ils n'ont pas le temps de réagir que Lloyd a déjà tiré. Pan! Un coup, 9 projectiles de plomb. Les 2 Allemands, avec leur table, sont renversés d'un seul coup. Le sang éclabousse tout le mur. Lloyd ne s'arrête pas. Il pompe la garde. Clic! Il repousse en avant. Il se retourne. Il sort de la maison. Il va vers la suivante. Deuxième, troisième, quatrième maison. Même scénario à chaque fois. Coup de pied dans la porte, irruption, coup de feu, on s'en va. Parfois un coup ne suffit pas, alors on en met 2. De toute façon, 6 cartouches, ça fait plusieurs maisons. Quand c'est vide, on se met dans un coin et on recharge vite. 1, 2, 3, 6 cartouches rechargées, on continue. Tout le village résonne du même bruit. Pan, clic, pan, clic. Et les cris des Allemands, et les cris en allemand. Américains, fusil à pompe, à l'aide. Mais personne ne sait combien il y a d'Américains. Personne ne sait que celui qui tient cette arme n'est qu'un seul homme. Parce que le fusil à pompe fait un bruit terriblement fort, parce que sa densité de feu est incroyable, et parce que chaque Allemand dans chaque pièce ne voit qu'un seul homme qui fait irruption, suivi d'une volée de projectiles. Ils n'ont pas le temps de compter, pas le temps de regarder, ils tombent. Ceux qui sont dehors entendent les tirs, entendent les cris, et ils pensent « il y a plein d'Américains, plein de fusils à pompe, on est encerclés, fuyons !» Et la panique se répand. Les soldats allemands commencent à sortir des maisons, à battre en retraite, à fuir hors du village. Mais ils ne peuvent pas s'enfuir, parce que Lloyd est là, dehors. Il se cache dans un coin, voit quelqu'un courir, lève son fusil, pan, un autre de tomber. On court encore, on tire encore. Tout ça dure environ 1 heure. 1 heure plus tard, le village est silencieux. Les Allemands encore en vie se sont enfuis ou se sont rendus. Les morts gisent par terre. Le sergent Lloyd, seul, une arme à la main, a nettoyé tout un village. Ce n'est pas un mythe, c'est un cas de combat réellement arrivé. Comment un seul homme peut-il arriver à ça? Parce que le fusil à pompe, à courte distance, en intérieur, dans un village comme celui-ci, a une densité de feu tout simplement délirante. Une seule arme, c'est déjà un point d'appui de feu. Une seule arme peut tenir en respect toute une pièce. Parce que dès que vous ouvrez la porte, 9 projectiles de plomb vous foncent dessus. Vous n'avez pas le temps de lever votre fusil, pas le temps de viser, pas le temps de vous défendre. Tout ce que vous pouvez faire, c'est attendre de mourir ou vous rendre. C'est la puissance de la densité de feu individuelle. Là où aucune autre arme d'infanterie n'y arrive, le fusil à pompe, lui, y arrive. L'histoire du sergent Lloyd n'est qu'un exemple parmi d'innombrables cas de combat, mais elle est très représentative. Elle montre à quel point, dans le bon environnement, une bonne arme peut déployer une puissance de combat incroyable. Et des cas comme celui-ci, sur le front occidental en 1918, il y en avait tous les jours. De plus en plus de soldats allemands mouraient sous les tirs de fusils à pompe, de plus en plus d'unités allemandes perdaient leur morale rien qu'en entendant le bruit du mécanisme à pompe. L'état-major allemand ne pouvait plus rester les bras croisés. Il fallait faire quelque chose. Mais quoi? Ils auraient bien voulu s'équiper d'armes similaires, mais l'Allemagne n'en avait pas. L'industrie militaire allemande n'a jamais pris les fusils à pompe au sérieux. Elle considérait que c'était des jouets civils, pas dignes d'un vrai conflit. Maintenant,
Concevoir et produire une arme de toute pièce à la dernière minute, c'est trop tard. La guerre touche presque à sa fin. Alors que faire? Si on ne peut pas battre une arme, on l'interdit. Par la diplomatie, par le droit, par l'opinion publique, on la présente comme illégale, inhumaine, contraire au droit de la guerre, pour que les Américains n'osent plus s'en servir. Telle était la logique allemande. C'est assez ironique quand on y pense. Un pays qui a lancé la guerre sous-marine à outrance, qui a bombardé des villes civiles avec des dirigeables Zeppelin, qui a empoisonné des centaines de milliers de personnes avec du gaz, et voilà qu'il vient vous parler d'humanisme, de droit de la guerre, de souffrances inutiles. Mais quoi qu'il en soit, la protestation a été déposée, officiellement, par la voie diplomatique, et avec un fondement juridique. Les Allemands invoquaient l'article 23E de la Convention de La Haye de 1907. Cet article dispose: il est interdit d'employer des armes, des projectiles ou des matières propres à causer des maux inutiles. Une phrase courte et terriblement vague. Qu'est-ce que des maux inutiles? Qui définit ça? Comment on le définit? L'argumentation allemande était la suivante. Le fusil à pompe tire plusieurs projectiles à la fois, ce qui cause de multiples blessures simultanées. Ces blessures sont difficiles à soigner, elles entraînent des souffrances prolongées et la victime meurt lentement. Donc, cette arme dépasse la nécessité militaire. Elle cause des maux inutiles, donc elle viole la Convention de La Haye, donc les États-Unis doivent cesser de l'utiliser. Ça paraît presque logique, non? Plusieurs projectiles, plusieurs blessures, c'est effectivement atroce. Mais attendez une seconde. Si ce raisonnement tenait, la moitié des armes sur le front occidental devraient être interdites. Parce que les armes qui causent des blessures à projectiles multiples, il y en a plein. Prenez les obus à shrapnel. Un obus explose en l'air. Des centaines de petites balles de plomb pleuvent sur une grande zone. Ça aussi, c'est des projectiles multiples. Ça cause aussi des blessures multiples. Alors ça aussi, c'est contraire au droit de la guerre? Ça aussi, ça devrait être interdit? Et les mitrailleuses? Une mitrailleuse tire une douzaine de balles par seconde. Une rafale, et un homme peut en prendre plusieurs. Ça aussi, ce sont des impacts multiples. Ça cause aussi plusieurs blessures. Alors ça aussi, ça devrait être interdit? Et les éclats d'obus, les éclats de bombes, les éclats de mines, ces trucs, quand ils vous touchent, les blessures sont bien plus moches que celles d'un fusil à pompe. Des éclats de verre, de métal, tout un tas de saletés que les chirurgiens ne parviennent même pas à extraire complètement. Alors ça devrait être encore plus interdit? Donc l'argument juridique allemand, en réalité, il ne tient pas la route. C'est du deux poids deux mesures, une application sélective. On vise uniquement le fusil à pompe et on ferme les yeux sur toutes les autres armes qui causent pourtant le même type de blessure. Pourquoi? Parce que toutes ces autres armes, l'Allemagne les a aussi, elle les utilise aussi et elle s'en sert très bien. Tandis que le fusil à pompe, les Américains l'ont et les Allemands ne l'ont pas. Donc ils veulent l'interdire. C'est aussi simple que ça. Au-delà du calcul juridique, l'Allemagne avait une autre considération, plus sombre, plus profonde, une considération militaire. On disait tout à l'heure que, face au fusil à pompe, la volonté de reddition des soldats allemands avait fortement diminué? Non, tout au contraire. Elle avait fortement augmenté. Parce qu'ils savaient que résister ne servait à rien. Résister, c'est se faire cribler de trous. Mieux vaut se rendre. Se rendre, ça permet de rester en vie. Donc beaucoup de soldats allemands, dès qu'ils voyaient un fusil à pompe, levaient les mains d'emblée, sans même opposer de résistance. C'était un coup terrible porté à la puissance combative allemande. Et l'état-major allemand l'avait bien vu. Comment ont-ils essayé de résoudre le problème? Leur raisonnement était celui-ci. Si nous déclarons que tout soldat américain porteur d'un fusil à pompe sera exécuté immédiatement s'il est fait prisonnier, est-ce que les soldats américains oseront encore en porter? Auront-ils peur? Est-ce que par peur d'être exécutés, ils cesseront d'utiliser le fusil à pompe? Si les Américains n'utilisent plus de fusil à pompe, les soldats allemands auront moins peur. Moins peur, et leur volonté de résistance sera plus forte, et il y aura moins de reddition. Telle était l'arrière-pensée allemande. Terriblement sombre et terriblement réaliste. Ils ne se souciaient pas vraiment d'humanisme. Ce qui les préoccupait,
C'était comment réduire la puissance combative américaine, comment renforcer la volonté de résistance de leurs propres soldats, comment tenir encore un peu au bord de la défaite. Parce qu'à ce moment-là, on était déjà en septembre 1918 et l'Allemagne ne tenait plus. L'offensive des 100 jours avançait comme une tempête. L'armée allemande s'effondrait sur tout le front. La fin de la guerre n'était plus qu'une question de temps. Le gouvernement allemand songeait déjà à la reddition. Mais avant de se rendre, il voulait encore gagner quelques atouts, arracher une victoire symbolique. Et cette protestation sur le fusil à pompe en faisait partie. S'il pouvait contraindre les Américains à céder, s'il pouvait les faire cesser d'utiliser le fusil à pompe, ce serait au moins une victoire sur le plan de la propagande et du moral intérieur. Au moins, il pourrait dire au peuple allemand, « Vous voyez, nous obtenons encore des résultats diplomatiques. Nous parvenons encore à faire fléchir les Américains. » Telle était la petite calculatrice allemande. Mais ils se sont trompés de calcul. Parce qu'en face, il y avait John Pershing, le corps expéditionnaire américain, un pays qui n'avait jamais avalé ce genre de couleuvre. La réponse américaine n'a pas tardé. Et elle a été terriblement ferme, terriblement cinglante. Elle a donné une gifle monumentale aux Allemands. Mais comment les Américains ont-ils répondu, exactement? Et la menace allemande a-t-elle finalement été appliquée? On continue. Du côté américain, deux personnes ont principalement géré cette protestation. D'une part, le brigadier général Samuel T. Ansel, juge avocat général, chargé de la réfutation sur le plan juridique. D'autre part, le secrétaire d'État Robert Lansing, chargé de la riposte sur le plan diplomatique. Les deux hommes se sont accordés à merveille. L'un jouait la carte de la raison, l'autre celle de la force, et ils ont laissé les Allemands sans voix. Regardons d'abord la réfutation juridique du général Ansel. L'argument central du général Ansel était simple et terriblement solide. Il disait que le mot-clé de la Convention de La Haye, c'était « inutile ». Qu'est-ce que des mots inutiles? C'est quand la souffrance dépasse la nécessité militaire, quand c'est de la souffrance pour la souffrance, quand l'arme est conçue pour torturer, là seulement, c'est inutile. Si la souffrance causée par une arme est nécessaire pour atteindre un but militaire légitime, alors ce n'est pas inutile, et l'arme est légale. Et le fusil à pompe, est-ce dans ce cas? Bien sûr que oui. Quel est le but militaire du fusil à pompe? Abattre l'ennemi rapidement et efficacement à courte distance, neutraliser son action. C'est un but militaire parfaitement légitime et parfaitement valable. Et le design à projectiles multiples, c'est précisément ce qui est nécessaire pour atteindre ce but. Parce qu'en combat rapproché, le temps de réaction est court, la visée est difficile. Il faut de la couverture, il faut du pouvoir d'arrêt, donc il faut plusieurs projectiles. Ce n'est pas fait pour causer de la souffrance. C'est fait pour gagner en efficacité, pour mettre fin au combat plus vite, pour faire moins de victimes au total. En un sens, c'est même plus humain, parce que d'un seul coup, l'ennemi est neutralisé d'emblée. Il ne prend pas plusieurs balles, il ne meurt pas lentement en saignant, il souffre moins. Telle était la logique du général Ansel. Puis il a pris plusieurs exemples pour illustrer son propos. Prenez les obus à shrapnel. Un obus qui contient des centaines de petites balles de plomb qui volent dans tous les sens quand il explose et qui font plusieurs trous dans un corps, c'est exactement le même principe que le fusil à pompe. La seule différence, c'est que l'un est tiré par un canon et l'autre par un fusil. Que l'un a une longue portée et l'autre une courte portée. Mais au fond, y a-t-il une différence? Non. Si le fusil à pompe est illégal, alors tous les obus à shrapnel devraient être illégaux, et tous les pays qui en sont équipés violent le droit de la guerre. Et l'Allemagne elle-même, est-ce qu'elle le viole? Est-ce que les canons allemands tirent des shrapnels? Bien sûr que oui, et ils en tirent plus que personne. Et les mitrailleuses? Une mitrailleuse tire une douzaine de balles par seconde. Une rafale, et un homme peut en prendre 3, 4, 5. Ça aussi, ce sont plusieurs blessures. Alors ça aussi, c'est contraire au droit de la guerre? Alors la mitrailleuse Maxim, elle aussi, elle devrait être interdite? Et l'Allemagne elle-même, est-ce qu'elle utilise la Maxim? Bien sûr que oui, et elle s'en sert très bien. Donc la conclusion du général Ansel était la suivante. Si l'on suivait la logique allemande, plus de la moitié des armes sur le front occidental devraient être interdites, y compris la plupart des armes de l'Allemagne elle-même.
ce qui est évidemment absurde. Donc l'argument juridique allemand ne tenait pas, et le fusil à pompe était parfaitement légal. C'était la réfutation sur le plan juridique. Argumenté, logique, implacable, les Allemands n'avaient rien à y redire. Mais ce n'était pas fini. Ensuite vint la riposte diplomatique du secrétaire Lansing. Et là, c'était le coup de grâce. Le secrétaire Lansing n'a pas tourné autour du pot. Il a dit les choses carrément. Vous, l'Allemagne, vous venez nous parler du droit de la guerre? Vous venez nous parler d'humanisme? Vous venez nous parler de mots inutiles? Vous en avez le droit? Puis il a dressé une liste. Une liste des armes allemandes qui, elles, causaient bel et bien des mots inutiles. Voyons ce qu'il y avait sur cette liste. Premier point, le chlore. Le 22 avril 1915, à Ypres, en Belgique. Les Allemands ont utilisé pour la première fois du chlore à grande échelle. 168 tonnes de chlore qui ont dérivé avec le vent vers les positions alliées. Partout où passait ce nuage vert, les soldats ne pouvaient plus respirer. Leurs poumons étaient rongés, leurs yeux brûlés. Ils s'effondraient par terre, s'étouffant, se noyant dans leur propre fluide, dans des conditions atroces. C'était la première attaque chimique à grande échelle de l'histoire de l'humanité. Et celle qui l'a inaugurée, c'était l'Allemagne. Deuxième point, le phosgène. Plus mortel que le chlore, presque inodore. Quand vous le sentez, c'est déjà trop tard. Il attaque gravement les poumons, provoque un œdème pulmonaire, et les victimes s'étouffent lentement pendant des heures, voire des jours. Une souffrance épouvantable. Et l'Allemagne a été le premier pays à utiliser le phosgène à grande échelle. Troisième point, le lance-flammes. Dès 1915, les Allemands ont commencé à utiliser des lance-flammes sur le champ de bataille, brûlant des hommes vifs dans leurs tranchées, les défigurant à ce qu'on ne les reconnaît plus, même par leur propre mère. La souffrance, on imagine bien ce que c'est. Et celui qui a inventé le lance-flammes et l'a utilisé le premier à grande échelle, c'est encore l'Allemagne. Quatrième point, la baïonnette à dents de scie. La baïonnette standard de l'armée allemande avait un dos crénelé. Pourquoi des dents de scie? Pas pour scier des choses. C'était pour que, quand vous enfoncez la baïonnette et que vous la retirez, elle déchire une blessure plus large, une déchirure impossible à suturer, pour que l'ennemi saigne plus, meure plus lentement, souffre plus. C'était une arme spécialement conçue pour augmenter la souffrance. Ça, c'était de véritables mots inutiles. Et l'Allemagne en équipait toute son armée. Après avoir dressé toute cette liste, le sous-entendu du secrétaire Lansing était on ne peut plus clair. Vous, l'Allemagne, vous n'avez pas le moindre droit de venir nous parler de cruauté. Vous n'avez pas la moindre leçon à nous donner sur l'humanisme. Quand vous empoisonniez des hommes avec du gaz, quand vous brûliez des gens avec des lance-flammes, quand vous enfonciez des baïonnettes à dents de scie dans des corps, vous ne disiez pas que c'était contraire au droit de la guerre? Vous ne parliez pas de mots inutiles? Et maintenant que nous utilisons un fusil à pompe, vous vous manifestez, vous prenez des airs vertueux, vous devenez les champions de l'humanisme. Vous ne trouvez pas ça risible? C'était la contre-attaque sur le plan moral. Elle a cloué les Allemands au pilori, et ils n'avaient plus rien à répondre. Mais ce n'était pas fini. Il restait une dernière étape, et la plus cruciale, la représaille. L'Allemagne menaçait d'exécuter les prisonniers américains porteurs de fusils à pompe? Très bien. Mais nous aussi, nous avons des prisonniers allemands, et ils ne sont pas peu nombreux. En 1918, les Américains détenaient déjà une foule de prisonniers allemands. Vous en exécutez un de nos hommes, nous en exécuterons un des vôtres, voire 10. On verra qui aura le plus peur. Le gouvernement américain n'a pas annoncé officiellement de mesures de représailles précises, mais le message est passé. Des deux côtés, on s'entendait. C'était une partie de chicken. Il fallait voir qui clignerait des yeux le premier. Résultat, ce sont les Allemands qui ont cligné des yeux les premiers. Ils ont reculé. Pourquoi? Parce qu'ils ne pouvaient pas se permettre de perdre, parce qu'ils avaient plus de prisonniers, parce que leur situation était plus critique, parce que la guerre allait bientôt se terminer. Ils ne voulaient pas s'attirer de nouveaux ennuis à la dernière minute, pas alourdir encore leur liste de crimes de guerre. Donc cette menace, au final, ce n'était que du vent. Pas un seul soldat américain n'a été exécuté par les Allemands pour avoir porté un fusil à pompe. Pas un seul. La protestation diplomatique allemande,
s'est donc éteinte d'elle-même. Elle est devenue une blague, un humour noir, l'épisode le plus absurde de cette guerre, la plus meurtrière de l'histoire de l'humanité. Le pays qui a inventé le gaz et le lance-flammes accusait un fusil de chasse d'être trop cruel, puis s'est fait rabattre le caquet et est reparti la queue entre les jambes. Quand on y repense, c'est quand même drôle. Mais drôle ou pas, la légende du fusil à pompe ne s'est pas arrêtée avec la fin de la Première Guerre mondiale. Tout au contraire, ce n'était que le début. 44 jours après la protestation, le 11 novembre 1918, la Première Guerre mondiale se terminait. L'Allemagne se rendait, les Alliés gagnaient. Le Winchester 1897 n'a pas été démobilisé pour autant. Il a continué à servir, et il a connu des combats de plus en plus vastes, de plus en plus lointains. D'Europe, il est revenu en Amérique, puis il est allé en Asie, dans le Pacifique, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi? Parce que le théâtre du Pacifique, pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était encore un décor taillé sur mesure pour le fusil à pompe. La jungle, les blocos, les grottes, les espaces étroits, les combats à courte distance, et des soldats japonais intrépides qui lançaient des charges banzai. C'était quasiment la guerre des Moros aux Philippines, mais en version amplifiée. Et le fanatisme des soldats japonais dépassait même celui des guerriers Moros. Face à un Japonais qui charge en baïonnette au clair en criant « Banzai !», le fusil à verrou ne suffit pas. Vous tirez une fois. Si vous ne touchez pas un point vital, il continue de charger. Et quand il arrive à votre hauteur, c'est la baïonnette. Alors que faire? Toujours la même solution, le fusil à pompe. Un coup, 9 projectiles de plomb, et c'est directement au tapis. Aussi fanatique soit-il, aussi intrépide soit-il, d'un seul coup, c'est réglé. Le pouvoir d'arrêt est maximal. Donc sur le théâtre du Pacifique, le fusil à pompe est redevenu une arme miracle. Le corps des Marines des États-Unis l'aimait particulièrement. Parce que les Marines, c'est l'avant-garde des débarquements amphibies. Ce sont les premiers à monter sur la plage, les premiers à pénétrer dans la jungle, les premiers à faire face aux blocos et aux grottes japonaises. Ils avaient plus que quiconque besoin du fusil à pompe. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au début de la Seconde Guerre mondiale, les effectifs officiels de l'armée américaine comptaient assez peu de fusils à pompe, et ceux attribués aux Marines étaient encore moins nombreux. Alors que faire? Les Marines avaient leur petite idée. Ils réquisitionnaient eux-mêmes. D'où? Des navires de la marine. Sur les navires de guerre, il y a généralement des fusils à pompe. À quoi ça sert? À lutter contre les pirates ou à tirer sur les mines qui flottent à la dérive? Bref, c'était des armes de secours à bord, et il y en avait pas mal. Avant de débarquer, les soldats des Marines allaient dans l'arsenal du navire, empruntaient quelques fusils à pompe, les fourraient sur eux et les emmenaient à terre. Et les officiers? Ils fermaient les yeux, ils faisaient comme s'ils n'avaient rien vu, parce qu'ils savaient aussi que c'était efficace, que ça sauvait des vies, et qu'il n'y avait pas de mal à en emporter quelques-uns de plus. Ça a fini par devenir une tradition. Avant un débarquement, les Marines vont d'abord emprunter des fusils à pompe sur les navires de la marine, et ils les rendent après le combat. Bien sûr, bien souvent, ils les perdent sur le champ de bataille et ne peuvent pas les rendre. Mais pas grave, on en réempruntera la prochaine fois. Outre les simples soldats, beaucoup de hauts gradés aimaient aussi utiliser le fusil à pompe. Par exemple, le major général Alexander Patch, quand il était à Guadalcanal, il portait lui-même un fusil à pompe Winchester pour aller diriger les combats en première ligne. Un général de division qui charge en première ligne avec un fusil à pompe, ça fait de l'effet, il faut le dire. Mais ça montre aussi à quel point le fusil à pompe était populaire sur le théâtre du Pacifique. Du général au simple soldat, tout le monde l'aimait, parce qu'il sauvait vraiment des vies. Au début de la guerre du Pacifique, il y a eu aussi un célèbre héros du fusil à pompe, le sergent Clyde Thomason. Le 17 août 1942, raid sur l'île de Makin. Les Marines attaquaient l'île de Makin, occupée par les Japonais, et le sergent Thomason faisait partie de l'expédition. Il portait un fusil à pompe. Il chargeait en tête. Il a tué plusieurs Japonais à la suite. Son combat a été héroïque. Il a finalement été tué au cours de la bataille, et il a reçu à titre posthume la Medal of Honor.
C'était l'un des héros les plus célèbres du début de la guerre du Pacifique. Et l'arme qu'il portait, c'était bien ce Winchester 1897, un vieux fusil de chasse conçu en 1893 et qui continuait de faire des prouesses sur le théâtre du Pacifique pendant la Seconde Guerre mondiale, continuait de tuer des ennemis, restait le compagnon le plus fiable des soldats. On mesure à quel point cette arme avait une longévité incroyable. Disons-le comme ça. Il a été mis en service dès l'insurrection philippine de 1900. Il a traversé la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, la guerre de Corée et même la guerre du Vietnam. Certaines unités l'ont même utilisé jusque dans les années 1990. Près d'un siècle au total. 100 ans de service. Qu'une arme serve pendant 100 ans, c'est quand même très rare dans l'histoire des armes légères. Quelle a été la production totale du Winchester 1897? De 1897 à 1957, 60 ans, plus d'1 million d'exemplaires ont été fabriqués. 1 million d'exemplaires. La plupart étaient des fusils de chasse civils, mais les modèles militaires représentaient aussi une part non négligeable. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'armée américaine avait acheté au total environ 500 000 fusils à pompe de tout modèle. 500 000 exemplaires. Ce n'est plus une arme de niche, c'est une arme de service officielle, à part entière. D'une arme que l'Allemagne essayait d'interdire, accusée de violer le droit de la guerre, à une arme de service standard de l'armée américaine, utilisée par des armées du monde entier. Cette évolution a déjà quelque chose de spectaculaire, et son concept a influencé tous les fusils à pompe de combat qui ont suivi. Système à pompe, canon court, forte puissance, suppression à courte distance, nettoyage de pièces, tous ces concepts viennent directement de ce Winchester 1897. Aujourd'hui encore, quand les forces spéciales, les forces antiterroristes ou les polices d'élite mènent des interventions en intérieur ou des nettoyages de pièces, le fusil à pompe reste l'une des armes de choix. Parce qu'à courte distance, dans un espace confiné, aucune arme n'est plus fiable, plus efficace, ni n'a un meilleur pouvoir d'arrêt que le fusil à pompe. Ce constat, depuis plus d'un siècle, n'a pas changé. Et tout ça a commencé avec ce fusil de chasse au canard que John Moses Browning a conçu en 1893. Pour conclure, quand John Browning l'a conçu, c'était pour tirer sur des oiseaux. Il n'aurait jamais imaginé que ce fusil de chasse au canard, 25 ans plus tard, inspirerait la terreur à toute une génération de soldats allemands. Il n'aurait jamais imaginé qu'il provoquerait la seule menace diplomatique d'exécution de prisonniers de toute la guerre. Il n'aurait jamais imaginé que, 50 ans après sa mort, il tuerait encore des ennemis dans la jungle du Vietnam et dans les déserts du Moyen-Orient. Il n'aurait jamais imaginé que ce fusil, conçu pour tirer sur des oiseaux, servirait pendant près d'un siècle, serait produit à plus d'1 million d'exemplaires et deviendrait une légende. Cette arme a eu beaucoup de noms. Les Allemands l'appelaient le balai de tranchée, l'arme du diable. Les Américains l'appelaient le nettoyeur de tranchées, le stopper. Les soldats lui ont donné toutes sortes de surnoms, flatteurs, péjoratifs, empreints de respect ou de peur. Mais au fond, ce n'est jamais qu'un fusil à pompe. Un fusil à pompe utilisé au bon endroit. Il n'est ni juste ni mauvais par lui-même, ni cruel ni humain. Ce n'est qu'un outil. Tout dépend de qui s'en sert et de ce qu'on en fait. Et si son histoire est intéressante, si elle vaut la peine d'être racontée, c'est parce qu'elle est pleine de contrastes, d'ironie, d'humour noir. Dans ce massacre industriel qui a fait des millions de morts, l'arme qui a le plus fait peur à l'Allemagne, ce n'était pas le char, ni l'avion, ni le sous-marin, ni l'artillerie, ni le gaz. C'était un fusil de chasse au canard conçu par Browning. Ça ressemble à une blague, mais c'est vrai. L'histoire, parfois, c'est aussi absurde que ça. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. À la prochaine!